Bonjour Vincent, tu es COO chez Erebol, donc ex-Cardashift, un accélérateur et une plateforme d'investissement pour les projets ReFi et Impact dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et ton arrivée dans le Web3, s'il te plaît? Bonjour Pierre et merci de me recevoir sur BlockX. Avec plaisir. Succinctement, moi Vincent, je suis dans le business plutôt. Je suis la partie business du Web3, même si j'ai mis les mains dans le cambouis sur du code il y a pas mal d'années. Et je suis rentré fin 2016 initialement en tant qu'investisseur et depuis j'ai pas mal bourlingué dans le B2B, notamment avec des logiques de comment est-ce qu'on peut aider les grandes boîtes et les PME ETI à utiliser la techno, notamment sur les logiques de supply chain et de financement. Et je suis associé du cabinet Smart Chain, donc on a une ESN Web3, on accompagne pas mal de projets. Et il y a 2 ans, on a voulu lancer Cardashift, qui maintenant s'appelle Weibo, qui est du coup à l'intersection blockchain, climat et société. Et depuis, j'y passe le plus clair de mon temps à build et à accompagner des projets qui sont vraiment tournés vers comment est-ce qu'on construit un futur qui soit tant désirable que durable, si tant est qu'on ait envie de définir désirable et durable de la même manière tout le monde. Yes, super. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le parcours de Cardashift dans un premier temps et puis qu'est-ce qui vous a fait switcher sur Erebol, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, le parcours de Kardashev, c'est assez rigolo. Je pense que c'est parti à la base on s'est retrouvés entre partenaires. On était trois sociétés au début. On s'est retrouvés autour de la table et en fait, on avait tous une frustration qui était, on a envie de voir atterrir la blockchain dans le réel, le Web3 dans le réel, que ça avait vraiment des utilisations concrètes et on n'arrivait pas encore à voir vraiment beaucoup de substances. C'était en 2020, 2021 et il y avait plein de choses. La techno avance très vite, mais on n'a pas encore les cas d'usage, toutes les promesses qu'on nous donne, quoi. Et du coup, on s'est dit, bon, au lieu de travailler ad vitam aeternam pour des clients en tant que prestataire de service, autant qu'on y aille nous-mêmes, on va tester quelque chose. On a lancé une levée de fonds participative, donc une SEO en 2021, fin 2021, qui s'est clôturée début 2022. On a levé pas mal d'argent avec 6500 investisseurs, il me semble. Et l'idée derrière, à la suite de ça, ça a été de lancer un batch de projets. Donc, on a fait un appel à projets. On a eu 150 candidatures de projets non réels qui voulaient se financer et trouver des nouveaux modèles, des modèles économiques et impact en utilisant les leviers de la techno, de la blockchain. De là, de fil en aiguille, il y a eu, enfin, c'était une année d'exploration assez fabuleuse. On a eu l'occasion de rencontrer énormément de monde, de beaucoup brainstormer, et essayer de trouver des cas d'usage sympas. Et les 2 projets qui en sont ressortis, qui nous ont permis de mettre sur une belle ligne directrice, sont Revolt et Pixo, qui sont un projet dans les véhicules électriques et 2 sur les contenants réutilisables dans la restauration. Et de là, on a réussi à vraiment dégager une approche produit très claire pour qu'on puisse maintenant avancer beaucoup plus vite, parce qu'il y a eu des moments où on a été un peu freiné aussi, parce que le contexte macro qui n'a pas aidé l'année dernière et qui n'a pas toujours pas, même si en ce moment c'est un peu plus clément. Et pourquoi on a changé de nom du coup? Et c'est avant tout parce qu'on a décidé de migrer de Cardano à Polygon, même si on garde beaucoup d'attaches avec Cardano, pour des raisons qui sont avant tout sur la capacité la vélocité de livraison de nos applications et des enjeux d'avoir plus d'utilisateurs, plus de volume. Et donc, du coup, on avait besoin de transiter vers une marque plus grand public et qui nous permette de bien dégager, je suis sûr qu'on en parlera tout à l'heure, mais de bien dégager notre communication à l'attention du grand public, donc très Web 2, si on doit l'appeler comme ça, qui masque beaucoup plus tous ces éléments techniques et ces mots-clés qui sont un peu barbares, et une communication beaucoup plus Web 3, qui continue tout de même à parler à nos premiers investisseurs notamment, et puis à cet écosystème qui bouge très vite et qui propose plein de nouveaux outils. Donc voilà. Yes, top, très clair. Bah, c'est vrai que pendant longtemps, quand même, enfin, même de l'extérieur, il y a une opacité sur blockchain, Web3, spéculation, et finalement, c'est difficile de se rattacher, même pour ceux qui travaillent dedans, se recentrer sur les cas d'usage, et les cas d'usage, in fine aussi, sur les projets impact qui vont être liés à la ReFi pour vraiment utiliser la blockchain à bon escient dans la vie réelle. Et justement, parce que bah, quand vous avez démarré 2020-2021, que ça soit pour des projets impact ou même enfin, dans la maturité des entreprises plutôt classiques à implémenter des solutions blockchain, on sentait que c'était encore assez timide, voilà, de l'expérimentation, un sentiment d'être associé à quelque chose voilà, qui les dépasse, hein, surtout par la techno, le vocabulaire, l'association aussi, et qui a été aussi véhiculé par les médias à la spéculation et à toutes ces choses-là, puis avec les affaires d'FTX, évidemment. Euh, Ouais, comment tu sens alors évidemment à travers tes lunettes et ton filtre projet impact, comment tu as senti cet attrait-là? Alors tu le dis bien, il faut vraiment réussir à avoir un discours vers eux qui soit non technologique et de leur montrer ce que ça leur apporte in fine pour eux et pour leurs clients. Comment tu as senti un petit peu cette évolution dans les mentalités et où est-ce qu'on en est, quoi? Est-ce que c'est de la culturation,
on comprend, mais on veut faire, et on veut faire plus? Comment ça se passe? C'est beaucoup, ouais, c'est un énorme sujet. Pour moi, c'est énormément de temps. Hein, c'est vraiment de l'acculturation. Tu le fais très bien en faisant plus d'une centaine d'épisodes de podcast, en faisant venir énormément de monde. Ça passe par là. C'est beaucoup de temps passé avec les builders du Web 2 pour leur montrer l'intérêt de la techno. Et après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a clairement une évolution technologique aussi, des avancées, une prise de maturité de la techno qui permet de sortir des blockchains permissionnés, blockchains privés, qui en fait hostaient pas mal de cas d'usage vachement sympas, hein, autour de la traçabilité, du for good Carrément, depuis déjà 2016-2017. Simplement, elle n'était pas en capacité, de par les limites technologiques, d'aller vraiment sur de la blockchain publique. Là, on sent la transition. Même les gros Big Four qui font un peu de conseils et qui accompagnent les boîtes commencent à aller même eux-mêmes sur beaucoup de blockchain publiques. Et ça arrive là depuis 2-3 ans. Mais en face de ça, il y a eu toute une arrivée d'entrepreneurs qui se sont dit, mais attends, mais c'est génial ce que la tech me permet de faire. Ça me permet réellement de construire des nouveaux modèles ex nihilo. On peut faire vraiment des trucs vachement sympas. Et donc, du coup, je vais le mettre for good. Et donc, on a une pléthore d'acteurs qui ont commencé à émerger. Et c'est vrai que entre le moment où on a commencé, où c'était encore très timide, et aujourd'hui, je vois, on a lancé un groupe sur la RIFA et Blockchain for Good en France. En l'espace de quelques jours, on a 100-150 projets. Tu vois, enfin, c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Et il y a de plus en plus de projets, qu'ils soient qualitatifs ou non. En tout cas, l'écosystème enfin, avance très vite. Par contre, je pense c'est un peu, c'est là pour moi un des plus gros sujets qu'on a, c'est que malheureusement tous ces acteurs-là et tous ces nouveaux projets on a un potentiel qui est assez incroyable. Par contre, c'est pas non plus les projets qui sont les plus supportés par l'écosystème Web3, dans le sens où je sais pas comment le dire, mais parfois trop concret finalement. C'est trop réel, c'est pas assez dégène, j'ai rien contre les PFP et plein de logiques de NFT parce que je pense que ça fait avancer l'écosystème très fort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grandes frustrations et j'en compte beaucoup de builders qu'on essaie d'accompagner et que j'accompagne même à titre personnel, qui sont très frustrés de voir en fait, en essayant de faire des trucs très poussés et qui apportent vraiment des solutions très concrètes dans le réel, bah, c'est pas forcément bien reçu de l'écosystème ou pas reçu à leur juste valeur. Et donc, du coup, il y a toujours cette difficulté de vouloir faire ce pont entre Web 2 et Web 3, le monde réel et ce nouveau monde numérique qui est construit par une population qui est très particulière, hein, je veux dire, qui se crée autour de ces mêmes codes. Et en fait, tu te rends compte que faire ce bridge-là, donc être au milieu, c'est une position très compliquée. Et tu parles ni à l'un ni à l'autre, ou très peu à l'un, très peu à l'autre. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui, mais je pense que c'est en train de changer. Je pense que il y a une lame de doucement, fond ouais. qui est assez intéressante et voyons dans les 3 4 5 prochaines années où ça va, mais je pense que ça va dans le bon sens. Bah, j'espère, puis in fine, pour moi, ça me paraît, évident qu'on va de plus en plus se tourner vers du cas d'usage plutôt que, bah, voilà, tout ce nouveau terrain de jeu qui est exotique, qui est, bon, qui est marrant, mais bon, ça reste un microcosme, hein, finalement, la communauté, Web3 et à côté, la communauté Web2 et autres qui finalement se sentent un peu à l'extérieur. Le pont est assez difficile à faire, mais bon, se recentrer sur les cas d'usage, moi, ça me paraît la base. Ça n'enlèvera pas qu'il y aura toujours, voilà, des projets, NFT, sur de la spéculation et autres, ça fait partie du jeu. Quand on vient chez Airable, du coup, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quel est l'accompagnement? Parce que là, on dit, voilà, un accélérateur, une plateforme d'investissement. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ces projets-là, justement? Bah, là, typiquement, aujourd'hui, on a décidé de se concentrer vraiment sur des projets qui permettent d'aller vers une économie circulaire, plus circulaire. Donc, Revolt, on parle de garage de véhicules électriques. Comment est-ce qu'on prolonge la vie des véhicules électriques? Donc, on est en capacité de les réparer, d'avoir une vraie expertise sur les batteries pour les faire durer plus longtemps. Pixo sur de la restauration. Comment est-ce qu'on peut manger dans des contenants qui sont réutilisables plutôt que de les jeter? La fringue de seconde main, des habits de seconde main, des machines à laver, des véhicules électriques, enfin, des transition de parc de véhicules dans la logistique vers l'électrique, donc des camions par exemple. Et ça pourrait être un peu tout et n'importe quoi autour de l'économie circulaire. Nous, ce qu'on nous permet de faire, c'est de permettre à ces acteurs-là qui permettent ça. Donc, c'est souvent des nouveaux acteurs qui viennent travailler avec des grandes marques qui sont en bout de chaîne et qui leur permettent de créer ces nouvelles chaînes de valeur. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Le déchet aujourd'hui n'était pas considéré. Maintenant, on dit qu'il faut considérer le déchet. Ce qui est en bout de chaîne, il faut qu'on arrive à le refaire venir en début de chaîne, quelle que soit la forme. Et donc, du coup, bah, là, ah, mais ça coûte cher parce que tu dois repenser toute une chaîne mais ça devient des obligations réglementaires aussi. Enfin, je veux dire, de plus en plus, pour l'exemple de Pixo, depuis le 1er janvier 2023 et la loi AGEC, les restaurateurs ont plus trop le choix. Ils savent que ça va dans ce sens-là. Donc, en fait, tout Ouais. va vers ça. Par contre, la problématique, elle est comment est-ce que j'ai suffisamment d'argent, d'investissement pour investir dans ces nouvelles chaînes de valeur. Donc, des parcs de contenants, le fait de réparer des voitures, vraiment toute la logistique, en fait, qui coûte de l'argent.
et en fait devrait devenir d'une certaine manière, après ça c'est des avis qui sont les nôtres et qu'on partage avec beaucoup de monde, mais pas tout le monde non plus, que finalement ça doit devenir des biens communs. Si on dit que c'est la nouvelle manière de consommer, de faire les choses, il y a plein de choses qui devraient devenir des biens communs. Et là, à cet endroit-là, nous, ce qu'on permet de faire, c'est de dire à une entreprise vous allez pouvoir lever des fonds de manière non dilutive avec une communauté de citoyens qui sont soit des personnes, des investisseurs individuels, soit vos-mêmes consommateurs, vos clients, qui vont pouvoir investir dans votre processus, donc dans vos flottes de contenants, dans vos flottes de véhicules, quoi que ce soit, et qui vont être rétribués sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré, tant par les revenus financiers que par de l'impact positif, en disant qu'on est en capacité, vu qu'on est sur des choses, des projets bien spécifiques, avec des analyses de cycle de vie bien poussées, on est en capacité de dire le nombre de mètres cubes de plastique évité, par exemple. Ça pourrait être d'autres métriques. L'idée vraiment est d'allier les deux et qu'on doit accompagner des projets qui, à mesure qu'ils font du business, leur impact positif croît et pas l'inverse, justement. Ouais. Donc voilà. Et donc Et voilà, on alors, met à disposition une plateforme pour qu'ils puissent se financer on the go par des collections de NFT avec ces logiques de trésorerie partagée pour investir dans des communs. ouais, parce que du coup, en gros, le projet arrive, se présente, il y a une collection NFT qui va être commencée à générer parce que c'est une méthode de levée non dilutive. Ça, c'est quand même assez important de l'avoir, hein. Il n'y a pas une dilution de capital ou sur de l'equity ou de l'ICO ou des choses comme ça, donc c'est vachement intéressant. Et les investisseurs, est-ce que ça fait partie de la communauté des Rebels ou est-ce que qui vient aujourd'hui investir concrètement dans des projets impact? Est-ce que c'est des gens du Web3 Mm. parce que c'est du format NFT. Les méthodes les INO, les Initial NFT Offering ou même les méthodes de levée de fonds par NFT, c'est encore un petit peu le début. Qui c'est qui Mm. investit dedans? Bah, aujourd'hui, on est très sur notre communauté propre, clairement. Mais on commence à s'ouvrir le produit qu'on est en train de sortir. Donc là, on le fait beaucoup à la main sur nos premiers clients, mais on a un produit qui sort où tu pourras minter ton NFT en CB. Enfin, tu crées ton wallet en social login avec ton Ouais, Google, ton Twitter, ce que tu veux, et tu mintes ton NFT en CB. Donc l'idée derrière, c'est vraiment notre client, il peut intégrer potentiellement in-app chez lui la capacité pour ses propres utilisateurs de venir investir. Pixo, les mecs qui sont dans les restaurants et qui vont utiliser un contenant réutilisable pour manger, bah, ils pourraient eux-mêmes devenir investisseurs. L'objectif est vraiment d'aller vers ça. Parce qu'on parle vraiment ouais, de changement de comportement, d'inclure les communautés locales dedans. Par contre, à date, il faut être clair, c'est vrai que c'est très Web3 parce que on n'a pas non plus les outils. Enfin, c'est très compliqué de faire venir quelqu'un et de lui faire arriver à avoir des tokens pour investir dans des NFT. Enfin, c'est plein de, ça apporte beaucoup de complexité. Donc, c'est très Web3. Ce qu'on voit aujourd'hui, hein, pour être tout à fait franc, c'est la frange de personnes Web3 qui vont être intéressées par ces investissements-là, elle est maigre. Euh, Par contre, là où elle est forte, c'est beaucoup sur ce que j'appelle moi les builders Web3 Impact. Hein, c'est toutes les personnes qui eux-mêmes ont des projets dans la ReFi, dans la Blockchain for Good, ou qui bossent dans ces projets-là, sont très intéressés par ce type d'actifs parce que c'est la tokenisation d'actifs du monde réel. C'est très tangible, c'est backé par des business models concrets sur le terrain. Par contre, c'est vrai que sur des populations qui sont beaucoup plus Web3 faux folles, on va dire ça comme ça, eux aujourd'hui, à l'état du marché actuel, ils y voient pas ou peu d'intérêt parce que ben, les APR et APY qu'on peut donner, les rendements, bah, c'est clairement pas un rendement que tu pourrais avoir à 100 millions de pourcents sur un protocole obscur dans la DeFi. Et on se le prend souvent. Enfin, moi, je fais beaucoup de Twitter Space et d'échanges, et c'est vrai que souvent on me dit ça. Moi, je dis, bah écoutez, vous viendrez à la fin, quand vous aurez top, vous aurez exit au top du prochain bull run, vous viendrez chez nous pour avoir des rendements concrets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous cherchez des centaines et des milliers de pourcents, c'est clairement pas chez moi que tu les auras parce que je peux pas proposer ça, c'est juste pas viable. ouais, ouais, ouais. Non, oui, non, enfin, puis c'est pas viable même dans les projets un peu. Enfin voilà, c'est pas des projets organiques sur le long terme de toute façon. Mais non, mais c'est intéressant, mais surtout la manière dont vous le faites, c'est que n'importe qui aujourd'hui peut investir parce que le NFT, il ne le voit pas en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y a en back-office et la techno permet de le faire sans que lui ait vraiment cette possibilité-là. Et alors, moi, j'ai la question justement, les projets qui viennent, est-ce que c'est des projets qui sont dans le Web3, qui veulent faire des projets vas-y, ReFi à impact et qui vont venir chez Arable, ou vous avez vraiment affaire à des projets de l'extérieur qui, qui ont entendu parler, qui se disent il y a des choses à faire avec le Web3, avec la techno blockchain, sans que ça soit full blockchain, hein, vraiment intégrer voilà, des petites briques de techno à des moments assez pertinents et du coup qui font le pas. Comment tu sens le truc? Moi, aujourd'hui, il y a les deux, mais c'est clairement des projets Web 2 très concrets qui vont avoir un intérêt pour leur modèle économique et pour leur croissance, leur scale d'utiliser la techno. De l'autre côté, sur des projets Web3, refi and Co, on a un pipe très intéressant. C'est pas eux qu'on traite en priorité parce que notre produit
il est vraiment dédié aux projets Web2 qui font du concret, qui opèrent des modèles de l'économie circulaire. Par contre, on a notre DAO et vraiment nos contributeurs. Là, on travaille beaucoup plus sur ce que moi j'appelle les enablers, donc tous les protocoles du Web3 qui font, bah, je sais pas, par exemple de la DID, de l'Oracle, de la capture de data décentralisée, pour nous permettre d'alimenter ces cas d'usage Web2. Tous ces projets-là, on les a aussi. J'ai pas mal de projets carbone, de marketplace, plutôt des protocoles de certification pour émettre des crédits ou d'autres types de crédits alternatifs pour valoriser un impact positif généré. Ça, c'est un autre stream qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on va le gérer pour éviter un truc qui nous rend dingue, c'est que on développe tous 72 000 fois les mêmes choses, alors que bon, les échéances sont quand même assez courtes hein, quand on regarde, quand on doit réfléchir certaines choses par rapport à notre climat, notre environnement, et qui plus est, quand on voit la fracture sociale assez globalisée aujourd'hui, on en a marre de développer beaucoup les choses. Donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre les bonnes breaks et les bons acteurs autour de la table pour vraiment faire aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Donc, aujourd'hui, moi, je te dis sur eRable en tant que, on va dire, fintech, très Web2, principalement, hein, vraiment. Et souvent, les CEO ont déjà des cryptos. Pas forcément Ouais, très, ouais, mais ils ont déjà une petite appétence. J'ai rarement quelqu'un qui n'a jamais. Par contre, je vais parfois avoir, ça c'est rigolo, j'ai des patrons d'entreprise qui ont leurs gamins, qui ont nos âges et qui leur ont parlé de crypto. Et donc, du coup, qui sont aware. Et sinon, ouais, côté Web3, il y a un vrai truc à jouer en tant qu'écosystème parce que des acteurs, il y en a de plus en plus. Et, euh, et là, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut jouer sur ces plates-bandes-là aussi parce qu'on a aussi à apporter, notamment sur le territoire français où aujourd'hui on est principalement francophone. Et il y a vraiment un enjeu d'avancer beaucoup plus vite, quoi. ouais, ouais, il y a de quoi faire déjà en France, hein. Enfin, généralement, moi, quand je discute avec des gens qui se disent: «Ouais, est-ce qu'on va directement à l'international, on scale et cetera?» Franchement, souvent, pas tout le temps, bien évidemment, mais il y a quand même de quoi faire aussi en France. Ce serait intéressant quand dans la conscience collective, on va dire hors Web3, il y aura plus ce blocage psychologique, Web3, blockchain, spéculation, mais vraiment cas d'usage. Mm. À quel point pourrait y avoir vraiment pas un FOMO, mais une grosse vague en fait d'intérêt par rapport à se dire: «OK, aujourd'hui nous on a ça, Mm. comment on peut intégrer quelque part dans notre processus quelque chose de pertinent qui va permettre d'optimiser, pour nous, pour nos clients?» Et ça je pense que ça, quand ça va arriver, bah, c'est les dominos qui tombent, hein, quand ça va venir. Mm. Aujourd'hui, je vois même pas assez de je vois même pas assez de prestataires qui seraient capables d'y répondre parce que ça reste, un microcosme, hein, aujourd'hui encore, Mm. donc ouais, non, ce sera intéressant. Ouais, et J'avais une puis, petite question. si je peux juste sur ça, pardon, mais Bien sûr. pour moi, le vrai, ce que j'ai vu depuis 2017, c'est plein de gens qui disent la techno est cool, il y a des gros groupes, hein, les ETI au moins, mais qui vont l'approcher par leur prisme individuel, on va l'appeler comme ça. Donc, ils vont vouloir mener la techno et qui vont pas réfléchir à la base en écosystème. En fait, la techno n'a de sens que sur une chaîne de valeur. Sinon, elle n'a pas de sens. Utilise une base de données Excel, ça ira très bien. Non, mais c'est vrai, je veux dire, Oui, oui, non, mais ça te coûtera moins cher, tout le monde sera content. Et bon, tu pourras peut-être un peu moins bien la marketer parce qu'il n'y aura pas le mot blockchain. Mais derrière, c'est vrai que si t'es pas en capacité, si tu te mets pas dans une posture écosystémique où tu es en capacité de faire venir tes parties prenantes et de mettre tout le monde autour de la table, c'est extrêmement compliqué parce que ça n'a pas de sens. Par contre, ouais, réfléchir de manière écosystémique, c'est plus long, c'est plus painful à plein d'endroits parce que tu vas faire des concessions, mais en fait, c'est comme ça que tu arrives vraiment à avoir des trucs cool, à mon sens en tout cas. Et ouais, c'est vraiment une histoire de collaboration et de coopétition. C'est un nouveau terme à la mode depuis quelques années, mais faut aussi mettre ses concurrents sur la table et se dire comment est-ce qu'on peut améliorer nos process. Et c'est là où la blockchain et les technos qui entourent le Web3, on va dire ça comme ça, ont vraiment du sens. Mais souvent, on le prend par l'angle de moi-je, alors que c'est nous, on a tous un enjeu, c'est ce produit-là, en bout de chaîne, il doit être consommé, il doit être de qualité, etc. Donc, comment est-ce que collectivement, en tant que chaîne, on arrive à délivrer ce service-là? OK. Je vais revenir, sur un petit point. On lève les fonds, grâce à donc de manière non dilutive avec les NFT. Comment ça se passe là? Si tu peux détailler un petit peu plus, tu l'as mentionné, mais pour entrer dans le détail, sous forme de micro DAO, en gros, où on a les fonds qui arrivent, on a Mm. l'entreprise, le CA qui va être généré et enfin voilà, la petite boucle qui se si te fait, si tu peux Mhm. le détailler? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, l'idée, c'est collectivement, on va émettre 1000 NFT, par exemple. 1000 NFT qui coûtent chacun 10 euros. Donc, on a 10 000 euros qu'on a récoltés. Ces 10 000 euros vont dans une trésorerie on-chain. Donc, on a un smart contract qui peut être ouvert uniquement par un détenteur de NFT. Donc, un détenteur de NFT, s'il veut récupérer sa mise, il doit brûler son NFT. Et on lui enlève ce qu'on appelle une exit fee, donc une taxe à la sortie parce qu'il quitte la DAO, il quitte le mouvement, ou sinon il peut revendre son NFT sur le marché secondaire avec un floor price qui est censé être
basé sur ce qu'il y a en trésorerie. Et c'est une division très simple, hein, c'est un NFT égale, s'il y a 100 NFT, c'est un centième de la trésorerie. Et donc cette trésorerie, elle sert à investir dans le cas de Pixo, par exemple, dans des contenants et dans l'opérationnalisation de ces contenants. Ces contenants, à chaque fois qu'ils font un cycle, qu'ils reviennent à un restaurant, Pixo facture une location, hein, c'est un modèle à la location, et on a plein de modèles à la location. Et cet argent-là retourne, on vient le renvoyer en partie donc, dans le modèle, en partie dans la trésorerie pour incentiver et rewarder les investisseurs initiaux. C'est pris vraiment sur le chiffre d'affaires. Et c'est à ce moment-là, on est en capacité vraiment, on a un dashboard qui reprend toutes ces métriques et qui est en capacité de dire qu'est-ce que collectivement on a généré comme argent, comme impact, et qu'est-ce que moi, à quoi j'ai le droit. On n'envoie jamais les rewards directement à quelqu'un, il a le droit à avoir sa part de la trésorerie, et s'il veut sortir, soit il revend son NFT sur le marché secondaire, ou soit il burn son NFT moins les exit fees pour récupérer sa part de la trésorerie. Très clair. Bah, je pense que c'est un bon modèle qui va arriver de plus en plus, hein. Enfin, les nouvelles manières de lever des fonds pour lancer les projets assez facilement et que ça soit conditionné aussi pour pas faire n'importe quoi. Donc, non, de très, très top. On va arriver sur la fin de l'interview, Vincent. Petite dernière question, pour toi, vraiment sur l'aspect, projet impact, on va dire. Par quoi justement va passer cette adoption de masse dont on parle, de cette prise de conscience? Comment on va pouvoir faire que, demain, bah, il y ait, non pas, 25 de la population ou moins, j'en sais rien, mais qu'il y ait beaucoup plus que cette conscience collective justement bascule sur: on a intérêt en tant que directeur d'entreprise à s'y intéresser et à minima, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le Web3? Ah, c'est des grandes questions. Avec ta boule de Honnêtement, cristal. avec ma boule de cristal, je vais dire une chose, c'est dans tous les cas, si on fait rien, on sera contraint. Et contraint tant par les humains et l'ambiance sociale que par notre environnement, donc que par la loi, parce que la loi arrive sur tous ces sujets, ça prend du temps, mais ça arrive, donc est-ce qu'on veut être contraint ou est-ce qu'on veut être proactif? Grande question. Par contre, pour être proactif, pour moi, il faut que les choses soient, faut qu'on sorte un peu de ce culte de on veut faire peur, on va dire regarde comme on va être contraint, tout va changer, etc. Il faut rendre la chose un peu sexy et dire que c'est faire plus la fête en fait. C'est on change tous ensemble pour le meilleur et on peut tous en retirer quelque chose parce qu'en fait on a aujourd'hui les solutions elles existent, elles ont juste besoin d'être mieux mises en avant et d'avoir des outils incroyables. Et la techno nous apporte ces outils-là et des recherches sur des modèles fabuleux de comment est-ce qu'on peut réinventer des économies locales, etc. Il y en a eu. Il n'y a jamais eu les outils pour le tester en bac à sable et dire, ah, ça marche vraiment bien. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de le mettre à l'échelle d'une région, d'un pays, etc. Aujourd'hui, on a ça, mais pour qu'on y arrive, il y a beaucoup de boulot. Il faut qu'on arrive collectivement à aussi faire front uni, à faire un contrepoids aussi aux puissances qu'elles soient étatiques ou privées, hein, mais on doit pouvoir faire ce contrepoids et montrer par les résultats, par A plus B, qu'on a réussi à faire des choses très cool et qu'on a plus qu'à avancer. Mais pour ce faire, il faut vraiment que pour tout le monde, hein, ce soit pas une contrainte, pas vu comme une contrainte, mais plus comme une opportunité, ou en tout cas que ce soit plus sexy, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on te parle d'environnement et quand on te parle du monde de demain, c'est pas sexy. Quand on te parle du Web3, c'est pas sexy non plus en fait. Enfin, globalement, c'est ce qui en sort beaucoup. Il y a un peu de sexiness, on va le dire, sur des sujets où tu peux gagner de l'argent, tu peux reprendre le contrôle de tes data, etc. Mais finalement, c'est pas très palpable. Donc ouais, faut rendre la transition plus belle, quoi. Yes, bah, les outils sont là et vont continuer de se développer donc en espérant qu'ils puissent être mis à bon escient pour résoudre les vrais problèmes aussi auxquels on fait face dehors, comme tu dis, et sur des projets vraiment, vraiment concrets. Merci pour ton temps et ton partage, Vincent. Merci à toi.